Bienvenue du coup à la première session de la semaine de la sensibilité organisée au sein de l'Observatoire de la sensibilité. En effet, s'il y a plusieurs années, le 13 janvier, c'est la Journée internationale de la sensibilité, créée par le docteur Savario Tomasella. C'est la première année que nous organisons toute une semaine. Cette semaine, on va vous présenter plusieurs conférences de plusieurs professionnels qui ont été donc formés au sein de l'Observatoire de la sensibilité. Ce sont donc des professionnels qui sont habilités pour parler de ce sujet, pour vous faire passer des tests et que vous pouvez retrouver au sein d'un annuaire qu'il y a tout simplement sur le site de l'Observatoire de la sensibilité. Je vous mettrai le site juste là. Vous verrez qu'il y a certaines conférences préenregistrées, comme la nôtre avec Laetitia, puisque je suis à quelques jours de mon terme de grossesse, donc on a préféré préenregistrer, sait-on jamais. Et d'autres qui seront en direct. Dans tous les cas, les vidéos restent sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez les voir, les partager et bien sûr poser vos questions en commentaire. On n'hésitera pas à y répondre avec plaisir. Voilà. Pour me présenter vite fait pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Élodie Crépel, je suis maître en psychanalyse, je suis formatrice, j'écris aussi des livres sur le sujet de la haute sensibilité, mais également des atypies au sens large, puisque je me suis spécialisée plus spécifiquement, on va dire, sur la douance, donc le fait d'être haut potentiel intellectuel, mais aussi le haut potentiel sensible. Je suis également formée sur le TDAH et l'autisme, et vous pouvez trouver tout mon CV sur mon site internet. Et je co-dirige avec Fanny Marie, que vous allez voir également lors de cette semaine, l'Observatoire de la sensibilité. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je m'appelle Laetitia Roux, je suis sophrologue et formatrice. Donc, j'accompagne les personnes en séance individuelle, en séance de groupe également, sur différentes thématiques de développement personnel. Je suis également formatrice du coup pour adultes en milieu professionnel. J'interviens plus spécifiquement sur le champ du développement des compétences psychosociales. Vraiment dans une démarche globale de prévention de la santé physique et mentale. Je suis donc du coup, je porte un intérêt tout particulier à la haute sensibilité. C'est pour ces raisons que je me suis formée auprès de l'Observatoire il y a quelques mois. Et puis, ça m'amène aujourd'hui d'ailleurs à développer mon activité plus spécifiquement dans le milieu artistique, dans l'accompagnement des artistes. Voilà, et puis plus intimement, je suis maman de 2 enfants. Je suis une passionnée de musique et de danse et puis j'ai une soif d'aventure, de découverte que j'essaie d'assouvir autant que possible dans le partage avec les autres. Voilà, donc je suis très honorée d'être avec toi aujourd'hui, Élodie. Et puis surtout de lancer toute cette série de conférences à l'occasion de la Semaine de la sensibilité 2022. Voilà. Je peux peut-être du coup en quelques mots vous présenter brièvement ce qu'est la sophrologie pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Donc, il s'agit d'une pratique psychocorporelle qui va regrouper un ensemble de techniques, donc basées sur des postures, basées sur des exercices de respiration, des visualisations positives aussi, puis des mouvements du corps. Elle a en fait pour objectif de rechercher l'équilibre, notre équilibre entre notre corps physique, nos émotions et nos pensées. Et puis elle vise également à développer tout un tas de ressources, de capacités qu'on a en nous, comme la capacité du coup de concentration, de prise de recul, la créativité, la performance physique, scénique, la pensée positive également. Elle a été élaborée par un neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo en 1960, dans une première approche assez thérapeutique, mais aujourd'hui, elle s'adapte de l'enfance à la fin de vie. Du coup, on peut la pratiquer dans différents milieux. Milieu de la santé, milieu éducatif, physique, sportif, artistique, milieu social également. Et puis autrement, pour terminer, vraiment, c'est une pratique qui peut vous accompagner à traverser une étape de vie, une épreuve douloureuse, difficile, qui peut également vous accompagner à vous préparer à un événement important, tel qu'un accouchement, par exemple. Par exemple. Par exemple, je prends juste cet exemple-là au hasard. Un accouchement, un examen, une compétition, voilà. Pour vraiment construire une meilleure relation avec
soit une meilleure relation avec les autres et une meilleure relation avec son quotidien. Voilà, donc là, dans ce format-là de conférence d'1 heure, je vais vous présenter des techniques qui n'ont bien entendu pas vocation à remplacer des séances auprès d'un sophrologue, parce que le but, vraiment, ça va être qu'elles puissent s'adapter à tous, à toutes. Donc, je ne guiderai pas les techniques, je les présenterai juste pour que vous puissiez vous les remobiliser dans le quotidien, à votre façon. Voilà, Merci Laetitia. avec plaisir. Donc, bienvenue encore une fois sur cette première conférence et la thématique avec Laetitia qu'on va vous présenter, c'est comment prendre soin de soi en fait quand on est parent d'enfants hautement sensibles. Alors, c'est vrai que Laetitia et moi, on connaît bien la thématique tant professionnellement que personnellement, puisqu'on est chacune maman de plusieurs enfants qui ont une grande sensibilité. Et il me semble important d'abord d'une certaine manière, resituer le terme en fait de ce que c'est l'hypersensibilité. Aujourd'hui, on l'entend beaucoup, et tant mieux parce que ça veut dire tout simplement qu'il se vulgarise au-delà en fait des études scientifiques et que de plus en plus de monde en fait vont connaître ce terme. Le problème, c'est que dès qu'on vulgarise un terme, on entend parfois un peu tout et n'importe quoi, on mélange un petit peu tout, et je voulais faire juste une parenthèse au départ pour le resituer. Aujourd'hui, si le terme hypersensibilité est vraiment connu, il est aussi très connoté. Avec ce côté hyper, Saverio Tomasella amène une douceur en proposant le terme ultrasensibilité. Maintenant, le monde scientifique, on est plutôt à penser que c'est plutôt un haut potentiel sensible, mais en tout cas, tous ces termes, finalement, ça amène la même idée, ça renvoie la même idée. C'est finalement, on va dire, une caractéristique totalement innée, propre à une personne. Et ça, je trouve que c'est très important parce que je vois encore bien trop souvent, et même de la part de professionnels qui ne sont a priori pas formés sur le sujet, mélanger ce qui relève du haut potentiel en fait sensible inné avec la sensibilité qu'on va dire traumatique. Ça n'a absolument rien à voir. On a aujourd'hui énormément d'études, alors elles sont en anglais, donc effectivement déjà comprendre une étude en français c'est pas forcément évident, mais en anglais on sait bien que les Français pêchent énormément avec l'anglais, c'est encore moins évident de comprendre ces études-là, mais elles sont disponibles, elles sont sur Internet, et notamment sur le site d'Hélène Aron, où elle informe énormément des différences, maintenant avec les IRM, enfin les images qu'on a du cerveau, mais maintenant même de la génétique, des différences claires entre les personnes qui sont au potentiel sensible et celles qui ne le sont pas. Alors attention, il n'y a pas de meilleur, en fait, c'est pas des cases à cocher, ça ne se passe pas du tout comme ça. Parfois, j'entends aussi dire des gens, oui, on a fait le test sur son site. Non, c'est un autotest. Il ne s'agit pas du test officiel. Je vous renvoie encore une fois sur le site de l'Observatoire de la sensibilité si vous voulez passer un test avec un professionnel qualifié et formé, parce que ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que soi-même, bien sûr, on peut repérer, on va dire, des caractéristiques qui nous font penser qu'on peut être hautement sensible, et c'est très bien. Mais si vous voulez en être certain, il faut passer un test auprès d'un professionnel qualifié, et je pense que c'est ça qui est important. Il faut resituer cette thématique de manière scientifique. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment en fait des recherches qui ont été faites sur le cerveau, mais aussi sur la génétique. Donc, attention de ne pas tout mélanger. Et souvent sur les réseaux sociaux, parce que je suis assez présente et notamment sur Instagram, on va me partager. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de le faire. Parce que ça me met souvent en colère. On me partage des posts ou des informations venant d'autres personnes qui sont a priori donc pas du tout formées et qui connaissent pas et qui maîtrisent pas ce sujet-là. Moi, je suis toujours très surprise de voir ça parce que je me dis, moi, je parle pas de sujet que je maîtrise pas, mais qui vont un peu tout mélanger et du coup qui vont arriver un petit peu pour surfer, à mon sens, sur ce buzz médiatique qu'il y a sur la haute sensibilité, mais avec de mauvaises informations. On va entendre donc effectivement que c'est lié à un trauma. Donc encore une fois, non. Il y a toutes les recherches du docteur Francisca Borries notamment sur le sujet et qui démontrent bien la différence entre ce qu'on va appeler la haute sensibilité innée et celle dont on va vous parler aujourd'hui, et la sensibilité traumatique. Effectivement, on peut tous passer par des phases de grande hyper-émotivité. Ça ne fait pas vous des personnes hypersensibles. Il y a aussi une grande idée qui a été longtemps effectivement distribuée, et pas forcément à tort, mais aujourd'hui qu'il faut vraiment enlever, c'est un préjugé, c'est de dire que tous les enfants sont hautement sensibles. Là encore, c'est totalement faux, les dernières études nous le démontrent. Alors, dans le sens où on aurait pu le penser,
parce qu'on aurait pu se dire, de par leur immaturité dans le cerveau, effectivement, l'enfant n'est pas en capacité d'accompagner et de vivre pleinement ses émotions, et donc il vit sans cesse de tempêtes émotionnelles. Mais je peux vous assurer que lorsqu'on est parent d'enfants hautement sensibles, on se rend bien compte de la différence avec les enfants qui ne le sont pas. Et quid de cette idée, en fait, et de Oui. toutes ces recherches scientifiques, on peut Mm. vraiment voir cette différence. Donc là, je reprends vraiment la base de ce que la haute sensibilité. Il y a deux grands pôles à saisir. Il y a Mm. cette hyperémotivité, ça veut dire, et ça ne veut pas dire l'hyperémotivité que l'enfant pleure tout le temps, qu'il se met tout le temps en colère. Non, quand on parle d'hyperémotivité, on parle effectivement de fréquence émotionnelle, d'intensité émotionnelle, mais on va parler de toutes les émotions. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'effectivement, un enfant qui fait que pleurer tout le temps, on peut se questionner à savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Mais Oui. là, chez ces enfants-là, la joie aussi déborde énormément. Mm. Et c'est vraiment dans toutes les émotions. Mm. Et donc, ça peut être très dense, ça peut être très intense, et on en parlera lors de cette conférence. Et l'autre pôle, ce sont les hyperesthésies. Alors, il y en a 5, effectivement, c'est lié à nos 5 sens. Et ça peut générer des handicaps au quotidien, ça peut être pris pour des caprices quand les gens ne connaissent pas ça et se disent, dis donc, cet enfant, il est un peu trop sensible. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de déconstruire ensemble aussi aujourd'hui. En tout cas, si vous voulez vraiment creuser le sujet, je vous renvoie encore une fois auprès des seuls professionnels francophones qui sont formés et qualifiés Mm. pour vous faire passer un test à vous ou à vos enfants et qui sont inscrits dans l'annuaire de l'Observatoire. Je peux peut-être du coup faire une petite aparté Mm, et venir, pardon, plaisir. venir expliquer brièvement comment fonctionne une émotion, justement. Allez. Parce que là, on parle, enfin, tu nous évoques l'hyperémotivité associée à les hyperesthésies chez les enfants hautement sensibles et les adultes hautement sensibles également. En fait, une émotion, euh, donc littéralement, donc c'est e-motion, donc e extérieur, motion mouvement. Tu remarqueras mon magnifique accent anglophone, hein, Élodie. Et donc, ça veut dire, enfin, ça signifie vraiment mouvement vers l'extérieur. Une émotion, c'est une réponse qui est brève à un stimuli externe. Donc, on peut bien se douter que lorsque on est en situation d'hypersensibilité, les stimuli vont être beaucoup plus denses et également plus subtils, parce qu'on va vraiment dans l'aspect subtil du stimulus. Et donc, vraiment, c'est une réponse à un stimulus, une réponse brève. Elle dure généralement pas plus de 2 minutes. Et en fait, elle va se manifester par tout un ensemble de manifestations physiques, physiologiques. Voilà, en fait, vraiment, ce qui est important de comprendre dans une émotion, c'est que c'est un signal, une émotion. C'est un signal qui est très utile puisqu'il va représenter un indicateur pour mesurer un degré de dangerosité, par exemple, d'une situation, ou alors le degré de satisfaction d'un besoin. C'est vraiment ça qu'on va aller rechercher chez les enfants et chez les adultes également. C'est questionner aussi cette émotion, c'est d'abord l'accueillir dans un premier temps, essayer de voir ce que ça fait en nous, comment elle se manifeste en nous, essayer de l'identifier dans un deuxième temps. Ok, c'est quoi cette émotion, hein? Il n'en existe pas 36 000, 4 émotions de base. Puis ensuite, il y a d'autres scientifiques qui en rajoutent quelques-unes, mais vraiment, les 4 émotions de base, vous les connaissez, je n'ai pas besoin de vous les repréciser. Donc, identifier l'émotion et ensuite, venir comprendre et questionner le besoin qu'il y a derrière cette émotion, le besoin qui est recherché. Voilà, petit aparté sur l'émotion. Donc maintenant que vous comprenez un peu mieux ce qu'est et ce que n'est pas, on va dire, la haute sensibilité, on va essayer de la comprendre chez votre enfant. La première chose, c'est effectivement d'enlever toutes les idées reçues et donc tous les préjugés qu'on peut avoir, et ils sont nombreux, sur la haute sensibilité. On y reviendra. Mais ce qui est important, c'est vraiment de se dire que non, tous les enfants en fait hautement sensibles ne se ressemblent pas. Ils sont tous différents. Parce que la sensibilité, déjà, quelqu'un qui n'est pas hautement sensible a sa propre sensibilité. En tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, nous possédons tous et toutes
notre propre sensibilité. Et celle-ci, elle est colorée avec qui on est. Elle va évoluer au cours de la vie. Vous êtes, vous, pas la même personne que vous étiez il y a 1 an, 10 ans ou quand vous étiez enfant. Et c'est la même chose pour vos enfants. Ça va évoluer. Ça va évoluer avec les expériences qu'il va faire, avec les situations dans lesquelles il va devoir s'adapter, dans l'environnement dans lequel il va être. Là encore, le docteur Hélène Aron a fait énormément de recherches à ce sujet. C'est vraiment passionnant de voir à quel point finalement l'environnement va modeler également sa façon de vivre sa sensibilité, la façon d'être au monde. Mais ce qui est important donc, c'est que le parent, il doit être ouvert à ça. C'est-à-dire que d'un enfant à l'autre, ça va être différent. Et donc, accepter cette sensibilité, c'est faire attention effectivement à l'hyperesthésie de nos enfants. Et là aussi, tous les enfants ne sont pas pareils. Alors, on connaît tous un petit peu ces exemples de l'étiquette qui gratte et qui va générer des désagréments physiques. Et donc, l'enfant ne va pas vouloir mettre ses vêtements. Mais souvent, on se rend compte un peu tard. Et moi, c'est ce que je remarque lorsque j'accompagne des familles, c'est-à-dire que les personnes s'en rendent compte quand l'enfant est en capacité de verbaliser, en fait. Ah, ça me gratte, ça me gêne. Mais quid des bébés qui ne peuvent pas bien le préciser, ça peut être aussi quelque chose, une gêne qui peut déclencher des pleurs, une irritabilité et donc forcément fatiguer tous les parents. On sait ce que c'est nuit et jour. Et ça, c'est important, c'est vraiment important de le signaler. Mais il n'y a pas que ça. Effectivement, dans les hyperesthésies, il y a des choses auxquelles on ne va pas forcément penser. Mais par exemple, un parent qui va parler beaucoup trop vite ou beaucoup trop fort, eh bien, ça peut générer là aussi, par rapport à une hyperesthésie auditive de l'enfant, de la crainte, du stress, de la fatigue. Et du coup, le message qu'on va vouloir lui faire passer ne va pas passer de la bonne manière ou pas assez comme on voudrait, ce qui va générer des tensions dans la famille. Donc ça, on n'y pense pas forcément des fois. Juste changer le ton, comme murmurer, par exemple, quelque chose va beaucoup mieux passer. Sauf qu'avec l'agacement, on le sait, on est tous pareils, on ne pense pas forcément à murmurer dans ce moment-là. Exactement. Il y a aussi d'autres exemples, mais par exemple, les enfants qui vont à l'école, la collectivité, ça peut être compliqué. Alors attention, ça ne l'est pas toujours. Et ça, je pense que c'est important. Oui. On fait des fois ce rapprochement que les enfants hypersensibles sont forcément malheureux à l'école. Pas du tout, absolument pas. Mais c'est vrai que pour certains, en fait, c'est le collectif, on va dire, qui peut être compliqué. Par exemple, aller dans la cour d'école avec une hyperesthésie visuelle, tous ces enfants qui courent un peu partout, ça peut être compliqué. Ou bien toutes les odeurs à la cantine, s'il y a une hyperesthésie olfactive, ça peut générer effectivement des hauts le cœur, l'enfant ne veut pas se manger, ça peut être compliqué. Et puis, on est quand même, je pense, encore en France en train de lutter contre les violences éducatives ordinaires. C'est un mouvement qui est nouveau, je pense, et les mentalités tendent à changer. Mais par exemple, forcer les enfants à manger, ça se fait encore dans les cantines et ça peut être compliqué avec une hyperesthésie gustative. Ce genre de choses, je vous encourage vraiment à en parler au sein de l'école. Est-ce que vous trouverez toujours un personnel éducatif et scolaire à l'écoute? Probablement pas, mais ça, c'est dans tous les milieux. Mais s'il y en a de plus en plus, je sais qu'au sein de l'observatoire, on a des profs qui sont formés et qui essayent de faire bouger les choses au sein de l'éducation nationale. Exactement. Il y a de plus en plus de profs qui sont, même s'ils ne connaissent pas le sujet, de toute façon attentifs aussi à ce qu'on peut dire en fait des enfants. Alors, la petite astuce que je donne parfois aux parents, c'est vrai que ça peut être frustrant d'être face à un mur. Et je pense que c'est aussi lié avec cet effet de boom sur le terme hypersensible. Alors souvent, je leur dis, pour éviter de sortir le mot qui va générer peut-être un blocage, parlez juste des caractéristiques de votre enfant, de comment il réagit, de qu'est-ce qui le met mal. Parce que ça, de toute façon, en général, ça intéresse toujours l'école de le savoir, à moins d'être vraiment face à quelqu'un qui n'a pas, a priori, choisi le bon métier, mais ça peut arriver. Mais ça arrive. Voilà, ça arrive dans tous les corps de métier. Mais en général, les profs et les écoles sont à l'écoute de ça. S'ils voient qu'un enfant n'est pas à l'aise et n'est pas dans... Ils essayent quand même de mettre des choses en place. Je sais qu'il y a des choses qui ont été mises en place, par exemple comme un coin retour au calme au sein d'une classe, tout à fait. où l'enfant peut un petit peu s'isoler d'une certaine manière. Il y a même ils peuvent accepter que l'enfant porte un casque pour qu'il puisse s'isoler du bruit et donc effectivement se recentrer sur lui. C'est vraiment quelque chose que on va voir avec Laetitia, mais ce rapport au corps va être très important également pour ces enfants hautement sensibles. Il y a aussi la possibilité que dans la cour de récréation, exceptionnellement, il n'y aille pas parce qu'en fait, ça va
enfin, ça va l'hyperstimuler, ça va finalement générer une certaine fatigue, ce qui peut générer ou d'une part effectivement un repli sur soi, un enfant qui peut effectivement être très très mal émotionnellement, mais aussi tout l'inverse. Et ça, je pense Mhm. que c'est important de parler aussi de ces profils où l'enfant Mhm. peut, en fait, comme il perçoit toutes ces hyperstimulations comme des violences, en fait, eh bien, il Mhm. peut être violent à son tour, contre Tout à lui ou fait. contre les autres. Et Mhm. souvent, on ne pense pas toujours à ces profils-là lorsqu'on parle d'enfants hautement sensibles. Ouais. Et donc, j'aimerais juste allumer une petite lumière. Si vous êtes parent d'un enfant comme ça, qui est finalement un petit peu avec l'étiquette Ouais. collée de perturbateur, qui n'écoute Ouais. rien, voilà, pensez peut-être que, en fait, au niveau de ces hyperesthésies, il est peut-être trop stimulé. Mhm. Exactement. C'est important là, tout ce que tu dis, Elodie, parce que je le vois. Après, il y a quelque chose, je trouve, d'assez qui donne de l'espoir, c'est qu'en effet, de plus en plus, dans le système éducatif, les professionnels sont sensibilisés, se sensibilisent et s'intéressent à cette question-là parce que l'école, elle est inclusive et parce que dans les classes, il est assez courant que plusieurs enfants aient des neuroatypies ou alors de la haute sensibilité. Donc forcément, derrière, des choses vont être mises en place pour pouvoir vivre au mieux ces atypies ou cette haute sensibilité-là. Alors, si on revient un petit peu sur le spectre du parent, ou en tout cas l'angle d'approche du parent, si vous êtes parent d'enfants hautement sensibles, normalement, logiquement, déjà en tant qu'adulte, on a un flot incessant de pensées. Je pense que ça vous parle si je vous dis ça. Un bruit de fond qui existe, voilà, et qui fait qu'on a tout un tas d'idées à la minute. Alors, quand on est parent, généralement, ça y va. Moi, j'aime bien, avant de commencer du coup une séance de sophro, réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne et surtout, alors je prends souvent, je prends souvent l'exemple de la métaphore qu'utilise Christophe André, qui est médecin psychiatre, hein, qui est spécialisé en méditation pleine conscience, qui a introduit la méditation pleine conscience dans les hôpitaux. Christophe André, il utilise la métaphore de la boule de neige. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Moi, non. Vous voyez la boule à neige avec les petites figurines et puis les petits flocons là. Mhm. En fait, la boule à neige, c'est un petit peu comme notre cerveau. C'est-à-dire que, en gros, quand on l'agite, les flocons voilà, partent dans tous les sens et la petite figurine ou le petit paysage qui est en dessous, on ne le voit plus du tout. L'idée, vraiment, pour pouvoir éclaircir un petit peu nos pensées, c'est en fait de cesser d'agiter la boule, de se poser, de laisser les flocons se déposer sous l'effet de la gravité pour pouvoir y voir vraiment plus clair et pour ensuite mieux réfléchir et mieux examiner nos pensées et choisir. Voilà. Pouvoir choisir, les comprendre, celles qui sont aidantes, celles qui sont moins aidantes. Voilà, donc c'est cette image-là. En sophro, on utilise souvent l'image aussi de la météo. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent la météo, on appelle ça la météo intérieure, mais c'est pareil, ça peut s'adapter au mouvement des pensées. C'est l'idée que voilà, les pensées sont un petit peu comme des nuages qui viennent, qui arrivent, qui traversent, qui passent, qui disparaissent. Et l'idée aussi derrière tout ça, c'est que nous, on va essayer d'être le ciel qui laisse passer les nuages et non les nuages. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué ou si elle vous parle. Donc voilà, c'est complètement naturel d'avoir, quand on fait un exercice où on se recentre sur soi, que ce soit un exercice de respiration ou de visualisation, c'est complètement naturel d'avoir nos pensées qui partent, reviennent, partent, reviennent. L'important, c'est juste qu'à un moment donné, quand on s'en rend compte qu'on est parti, hop, on ramène tout simplement notre attention. Et en fait, c'est cet exercice-là, à force de l'entraîner, qui fait qu'on va vraiment entraîner notre attention et notre concentration. L'idée, ce n'est pas de supprimer nos pensées, c'est impossible. C'est comme si on demandait au cœur de supprimer les pulsations cardiaques, quoi. Notre cerveau, il génère des pensées, tonnes de pensées à la seconde, il est fait pour ça. L'idée, ce n'est pas de les supprimer, mais c'est juste de les calmer, de les apaiser aussi à un moment donné. Et en faisant ce mouvement-là, de hop, quand on se rend compte qu'on part, on revient, en l'entraînant,
C'est comme ça qu'on arrivera vraiment à pouvoir se poser et à travailler, à être dans l'instant présent. Donc, petite technique toute simple, puisque être dans l'instant présent passe, on va dire essentiellement ou en grande partie, ou le plus simplement, passe par la respiration. Donc, en sophrologie, on a des tonnes d'exercices de respiration, liés en tout cas à la respiration. Donc, je vous propose je vous montre un petit exercice là, que moi j'ai baptisé la respiration du petit doigt, qui m'a été transmis. C'est bien, moi ça m'aide voilà, à nommer les petites techniques, à les retrouver plus facilement. Elle m'a été transmise par un formateur à l'école de sophrologie qui s'appelle Pascal Gauthier, que je salue au passage. Et donc, du coup, l'idée, ça va être, donc, cette technique, elle se pratique assise. Donc, quand on est en posture assise, on a tout le temps les pieds bien à plat sur le sol. C'est important, on parle souvent d'ancrage aussi, c'est vraiment ça, c'est l'idée que nos pieds sont connectés avec le sol, avec la terre. Le dos est droit, les épaules sont vraiment basses, comme s'ils étaient attirés vers le sol. Les mains, on peut les déposer sur les cuisses. Et puis la tête droite, menton légèrement rentré, puis on peut même visualiser comme un fil là qui nous suspend au plafond, ou visualiser que notre tête, elle est vraiment ouverte sur quelque chose de plus grand, de plus vaste, hein, en l'occurrence le ciel. Donc voilà, cette idée que notre corps, il fait vraiment le trait d'union, en fait, le lien entre la terre et le ciel, et que là, on s'installe tranquillement. On va prendre dans un premier temps, on peut fermer les yeux, on peut garder les yeux ouverts, mais dans un premier temps, les yeux ouverts, prendre conscience peut-être de la pièce dans laquelle on se trouve, puis l'espace que notre corps occupe là, sur la chaise. Et puis peut-être prendre conscience aussi du moment de la journée, du moment dans lequel on se trouve, la journée, moment de la semaine ou même moment de l'année. Et puis, quand on le choisira, on peut fermer nos yeux dans un geste conscient et puis venir observer, s'amuser vraiment avec un esprit curieux, à venir observer ce qui se passe en nous, ce qui bouge en nous, les mouvements, les micro-mouvements dans telle ou telle partie du corps. Donc voilà, c'est vraiment une exploration en fait. Qu'est-ce qui bouge en nous là? Ce qui est important en sophro, et ce qui est très difficile à faire aussi, et généralement ça vient avec la pratique et l'entraînement, c'est de ne pas analyser en fait, et de ne pas juger. Parce qu'on est sans cesse en train d'essayer de comprendre, d'analyser et également juger. Là, on est vraiment on va explorer et on va essayer d'adopter autant que possible un regard neuf, comme si on découvrait pour la première fois, en fait, là, les mouvements de notre corps. Donc, mouvement, ah ouais, mouvement peut-être lié à la respiration, ok, je prends conscience de ma respiration là, et puis j'essaie d'observer où est-ce qu'elle se situe, est-ce qu'elle est plutôt dans le ventre, est-ce qu'elle est plutôt dans la poitrine, ok, est-ce qu'elle est plutôt assez fluide ou plutôt saccadée, sans porter de jugement et sans essayer d'analyser, juste en observant dans la manière la plus simple possible. Et puis ensuite, on peut porter une attention, une fois qu'on a porté une attention à notre respiration, l'amplitude de la respiration, etc. On peut observer nos points d'appui et puis se concentrer sur nos points d'appui. Donc les pieds là qui sont à plat sur le sol. Si on est assis, nos muscles fessiers, nos mains qui sont aussi posées sur nos cuisses. Et puis, on va venir synchroniser un mouvement à une respiration. C'est-à-dire que là, on va venir respirer volontairement d'une certaine manière, une manière synchronisée. Donc, moi, je le fais avec les petits doigts, mais vous pouvez le faire également avec d'autres doigts, les index, hein, si vous préférez. Donc, l'idée, ça va être les mains posées sur les cuisses, mais je vous montre. Ça va être sur chaque inspiration, de venir effectuer une légère tension des petits doigts. Donc, les petits doigts peuvent se lever. Généralement, ils se soulèvent tranquillement. Et puis, sur l'expiration, les petits doigts, du coup, on relâche la tension et les petits doigts peuvent reprendre leur position. Voilà. Donc là, vous ne le voyez pas parce que j'ai les mains sur les cuisses, mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment de synchroniser la respiration. On inspire, légère tension dans les petits doigts, et puis on expire, relâchement. Et on va venir vraiment synchroniser ce mouvement et le faire plusieurs fois de suite
en étant vraiment présent en fait dans nos petits doigts, quoi, hein. On est là, on respire dans nos petits doigts. Et puis, on peut venir élargir, enfin, avant d'élargir, on va plutôt on va diminuer l'amplitude du mouvement jusqu'à continuer l'inspiration, l'expiration, mais l'inspiration, en fait, jusqu'à venir ressentir une légère tension interne sans qu'on ait de mouvement externe. L'idée, c'est que la tension, elle ne soit plus perceptible de l'extérieur, mais elle soit perceptible de l'intérieur. Donc, on diminue le mouvement progressivement et puis on continue. Inspire, légère tension, et puis expire, relâchement. Laetitia, est-ce que c'est un exercice que tu proposes du coup aux parents ou est-ce que c'est un exercice qu'ils peuvent aussi proposer à leurs enfants? Alors, c'est une super question. C'est une super question parce que clairement, il s'adapte autant aux parents qu'aux enfants. Là, dans ce cadre-là, du coup, là, je m'adresse aux parents, mais c'est un exercice vraiment de recentrage et d'attention. Donc, il peut très, très bien s'adapter à chaque enfant. Après, certainement qu'on sera sur des... Oui, des enfants un peu plus grands peut-être. Alors oui, oui. Dans tous les cas, on commence à parler de sophro vraiment à partir de l'âge de 6 ans, pas en dessous. Voilà, puisque la sophrologie utilise un certain vocabulaire bien spécifique. Mais c'est un exercice vraiment qui permet de recentrer, quoi, et de recentrer notre attention et d'être vraiment dans l'instant présent. Et quand on est dans l'instant présent, eh bien, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé. On est dans notre corps et dans la respiration. Ça me permet de faire lien aussi avec ce qu'on disait, du coup, entre les hyperesthésiques, on disait effectivement ils ressentent un peu tout comme ça va permettre effectivement de recentrer. J'ai bien aimé ton image de la boule de neige parce qu'effectivement, ça fait un peu lien entre l'hyperesthésie et l'hyperémotivité. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait dire qu'à force de secouer, ça fait un peu trop là comme ça dans le cerveau et que, eh bien, on voit plus le petit bonhomme et donc on peut plus finalement accéder aux émotions de nos enfants pour pouvoir les aider à les accompagner. Et ça, je trouve que c'est important parce que finalement, l'hyperémotivité, c'est un petit peu la bête noire souvent des parents. Complètement. Mais même, voilà, on est tous parents, on sait très bien que, par exemple, en fin de journée, un enfant qui va rentrer dans une grande tempête émotionnelle, où on a passé toute la journée aussi avec nos propres responsabilités, notre propre charge mentale, notre propre charge émotionnelle, pour peu qu'on soit soi-même, en fait, hautement sensible, eh bien, en fin de journée, faire face à ça, c'est pas toujours évident de garder toute la bienveillance et toute la patience possible. Et du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que cet exercice que tu nous as proposé rentre dans le cadre de l'accompagnement, en fait, sur l'hyperémotivité, ou est-ce que tu en as un autre à proposer, sachant que n'oubliez pas, et c'est-à-dire que si vous voulez comprendre la sensibilité de votre enfant, il ne faut pas juger. Il faut légitimer, quelle qu'elle soit, l'émotion de l'enfant. Et ça, c'est pas toujours évident de le faire, surtout face en fait au regard des autres. Je me rends compte que souvent les parents, c'est dans les lieux publics ou quand il y a de la famille ou des amis, on se sent très vite jugé et on veut très vite arrêter cette situation qui nous met mal à l'aise. Parce qu'on vit dans une culture où les émotions ont très peu leur place, ou en tout cas il faut bien qu'elles soient gérées, canalisées et régulées. Et chez un enfant, ce n'est pas possible. Autant pour nous en tant qu'adultes, j'entends que par exemple, dans le monde professionnel, on va mettre ça de côté, puis on va plutôt exploser, ou quand on est seul dans son bureau, ou dans un lieu en tout cas safe, ou avec des personnes sécurisantes. Pour un enfant, lui, ça, au niveau de son cerveau, ça explose d'un coup comme ça. Il ne peut pas effectivement temporaliser ça. Et ça, je crois que c'est important aussi que les adultes s'en souviennent, que l'enfant soit hautement sensible ou non par ailleurs. Du coup, est-ce que tu as un petit exercice comme ça à proposer? Exactement. Là, les exercices de respiration synchronisés sur le corps, on est vraiment sur de l'attention, comme vous l'aurez compris, et vraiment retour au présent. Après, pour aller plus dans l'aspect émotion et émotivité, il y a un petit exercice qui est pareil, très simple. Alors, parents, ça peut être aussi adaptable à l'enfant. Mais c'est important que vous testiez ces exercices-là, vous, en tant que parent, parce que... Vous êtes à l'aise avec, c'est ce que tu m'avais dit. Exactement. Donc, pareil, on peut faire cet exercice en posture assise, posture debout. L'idée, alors, posture debout, juste vigilance, parce que lorsqu'on est debout et qu'on ferme les yeux,
Voilà, non mais alors, alors non mais c'est vrai que au début ça peut faire bizarre. Il y a des personnes qui sont naturellement assez à l'aise, Mmh. mais il y a des personnes qui voilà vont au début se dire oh là là mon Dieu mais mon corps il tangue, c'est quoi, je me sens pas bien. Donc voilà, toujours dans cette idée de en sophro, on est dans le respect de nos limites et surtout de notre confort. On va pas voilà, on va pas se mettre en difficulté, quoi. Donc debout ou assis, debout c'est pareil. L'idée c'est vraiment de prendre dans un premier temps bien contact avec nos points d'appui, de venir écouter la respiration. Et puis, si on veut faire un exercice de sophro, on est toujours dans l'idée de, on va venir, alors, bon, là c'est un petit peu technique si je dis ça, mais modifier sa conscience. C'est-à-dire que tout simplement, on va venir se mettre dans un état de relaxation, de relâchement. C'est là où on va travailler des techniques. En sophro, on ne fait pas de technique comme ça, si on n'est pas dans un état de relâchement, de relaxation, ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Donc, du coup, pour relâcher notre corps, rien de plus simple que de prendre 3 grandes et longues inspirations et expirations. Et vraiment, sur chaque expiration, on relâche. Donc, on relâche. Et puis, on va venir faire un exercice de tension-détente. On peut délimiter notre corps. Moi, je le délimite sur 4 zones différentes. Première zone, la tête, le visage. Deuxième zone, le cou, les épaules jusqu'au bout des bras. Troisième zone, le buste avec le dos, donc cage thoracique et abdomen. Et dernière zone, du bassin jusqu'aux jambes. Donc, on va s'installer dans cette zone, on va prendre conscience de la première zone. Et puis, sur une inspiration, on va inspirer. On va se mettre en rétention d'air, légère apnée, et on va venir faire une tension de toute la zone. Et sur l'expire, on détend cette zone. Et C'est du coup, vraiment un exercice. Ouais, je te coupe parce que du coup, on parlait des oui, émotions et je me dis, oui. si les parents, tu vois, te disent oui, mais c'est en pleine tempête émotionnelle, là, tu avais l'air de nous dire juste avant Alors, que ça, oui, il faut que ça justement. soit la personne, elle soit tranquille. Alors, justement, c'est je suis très contente que tu rebondisses là-dessus parce que Ah, ça, je suis maman c'est alors, quelque... tu vois. Ouais, non, mais vraiment, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais ça, c'est vraiment un exercice qu'on ne fait pas en tempête émotionnelle. C'est un exercice de Ah, prévention parce que c'est l'idée de la coupe, en fait. voilà. Le vase Merci de préciser. qui se remplit, à un moment donné, qui déborde. Ouais. C'est cet exercice-là, c'est un exercice tension-détente, déchargement des tensions. Cet exercice-là, il se fait vraiment de manière régulière, de sorte à ce qu'on n'arrive pas à ce que la coupe elle se remplisse et qu'elle soit pleine. Donc, c'est important de prendre ce temps-là en tant que parent, de temps en temps, de se dire, OK, là, je vais me prendre 2 minutes, 3 minutes pour aller me faire des tensions détente. Comme là, je vous l'explique brièvement, je vais juste vous le montrer en quelques secondes. Mais cet exercice-là, vraiment le faire de temps en temps, se le caler pour éviter justement que la coupe Est-ce se que tu remplisse aurais une trop. astuce sophro du coup à proposer lorsqu'on est face à un jeune enfant qui est en pleine tempête émotionnelle ou soi-même, tu sais, par rapport aux neurones miroirs, parce qu'effectivement, on démontre bien que les neurones miroirs, eh bien, fait que face à quelqu'un qui est agacé, qui est sous tension, ça nous tend aussi, et donc du coup, c'est un petit peu l'escalade en fait au niveau des émotions. Est-ce que tu aurais un petit exercice comme ça à proposer dans les moments un petit peu de rush? Dans les gros moments de rush, Ouais, comme ça, tu sais, les fins de journée où on veut qu'ils aillent au lit. ouais. Alors moi, j'aurais tendance à dire que de toute façon, une émotion, elle s'exprime dans le corps. Donc, pour les tensions, pour vivre l'émotion, il faut décharger les tensions, ça doit passer par le corps. Donc, j'aime bien l'exercice de la mini-crise sur chaise ou alors du cri muet, comme je l'expliquais la dernière fois. En tout cas, ça, c'est pour les enfants, Ouais, ouais, avec l'idée vraiment on va inspirer, prendre une grande inspiration, fermer nos poings, ouais. contracter tout notre corps et faire comme si on criait très très fort, sauf qu'en fait, on ne sort pas de son. C'est On vrai. expire, on relâche tout. C'est un Et bon exercice, surtout avec les jeunes enfants, je trouve. C'est vrai que tu nous en avais parlé lors d'un live qu'on avait fait ensemble. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ouais, eu l'occasion de le tester. ouais, Mais c'est ça qui est important. Et je pense que comprendre la sensibilité de nos enfants, donc pour terminer sur cette partie-là, ouais, c'est vraiment en fait donc, de ne pas la juger, mais c'est surtout en fait se dire que
Vous n'êtes pas responsable, en fait. Vous n'avez pas à prendre la responsabilité des émotions de Oui. vos enfants. Et je pense que là, il y a un tort qu'il y a chez les parents, en fait, d'enfants hautement sensibles, c'est qu'ils se sentent, en fait, responsables des émotions de leurs enfants, Tout à fait. alors que ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, chacun est responsable de ses propres émotions. Et Mmh. si vous arrivez à accompagner vos propres émotions, avec les Oui. petits exercices là que Laetitia vous a proposés, vous allez vous rendre compte que déjà, par effet miroir, si vous êtes plus calme, l'enfant est beaucoup plus calme. Et Mmh. je pense que vous êtes rendu compte, il y Exactement. a des journées où ça se passe mieux avec vos enfants et c'est parce que vous étiez vous-même en fait mieux, Mmh. tout simplement. Et les journées Tout à où fait. en général c'est un peu plus électrique, c'est parce que déjà vous étiez un petit peu dans le orange, si on peut reprendre la jauge Mmh. vert, orange, rouge, et donc c'est vite Mmh. parti dans le rouge. Et donc ça c'est vraiment important. Et puis en plus, après, ces émotions à lui, ça lui appartient et il a bien le Mmh. droit de les vivre de cette manière-là. Rassurez-vous, ça évolue aussi avec l'âge. Complètement. Je pense juste, Élodie, je voulais rajouter parce que pour moi, c'est quelque chose qui peut extrêmement bien marcher aussi pour les parents. Hem, Juste positionner, sur ces 4 zones-là et là, par exemple, je positionne mes mains sur mon front et sur chacune des expirations, je me libère de tout ce qui me prend la tête. Ah, c'est On peut symbolique. Non, mais c'est très symbolique et alors attends, parce que du coup, on peut le faire également sur la gorge là et je me libère sur chacune des expirations de tout ce qui me reste en travers de la gorge, tous les trop Mmh, dits ou tous les non dits. c'est vrai. Et puis, on peut le faire également ici, au niveau du sternum, et je me libère de tout ce qui me reste sur le cœur. Mmh. Ou alors, pour terminer, sur l'abdomen, au niveau du nombril, légèrement au-dessus du nombril, je me libère de tout ce que je n'ai pas réussi à digérer. Ça, c'est symbolique, mais ça fonctionne super bien. Merci beaucoup Laetitia. Donc, troisième partie de cette conférence, effectivement, et je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est vraiment stopper au niveau des préjugés. Le premier préjugé qu'on a sur les enfants hautement sensibles, c'est qu'ils sont bien, fragiles, en gros, qu'ils vont se casser facilement. Alors, c'est totalement faux. Comme je vous disais, il y a énormément de recherches qui ont été faites sur plusieurs années, sur 20 ou 30 ans, d'accompagnement de familles qui ont des enfants en fait, hautement sensibles et des enfants qui ne le sont pas spécialement, puisqu'encore une fois, tous les enfants ne le sont pas. Oui. Et du coup, on a démontré que plus le parent n'avait pas de préjugés et au contraire n'avait pas cette vision-là de l'enfant, et moins l'enfant était fragile. Et là, je voudrais vous renvoyer vers ce qu'on appelle l'effet Pygmalion ou Rosenthal ou Jacobson, ça dépend voilà, comment vous l'avez pris, ou l'effet de Golem. En fait, ce sont des effets qui ont été largement étudiés en psychologie sociale. Si vous les écrivez dans votre moteur de recherche, vous allez voir. Et c'est très, très pertinent de s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont vous allez percevoir votre enfant, eh bien, de manière des fois totalement inconsciente malheureusement, eh bien, ça va se transmettre sur la manière dont lui, il se perçoit. Il y a pas mal d'expériences qui ont été faites notamment au sein des écoles par rapport à ça, où par exemple, Oui. un professeur pensant qu'un élève était en difficulté ne va pas l'accompagner de la même manière, et c'est assez logique, mais du coup va peut-être en fait le conditionner et le parquer, on va dire, dans enfant à difficulté, et ça peut le limiter finalement dans sa progression. Et à contrario, penser qu'un enfant justement a toutes les capacités en lui de faire face à certaines difficultés, eh bien ça va générer une certaine confiance en lui. Alors bien évidemment, le but c'est pas de tomber dans un extrême ou dans l'autre, mais c'est très important en fait de s'interroger sur la manière dont vous percevez finalement la sensibilité. Et ça renvoie à une question, c'est comment vous percevez votre propre sensibilité. Alors, qu'on soit hypersensible ou non d'ailleurs, c'est-à-dire comment vous percevez finalement la haute sensibilité en général. Si vous avez encore ce prérequis de se dire c'est des personnes très fragiles, très susceptibles, trop ci, trop ça, c'est souvent des remarques d'ailleurs qu'on peut entendre, qu'on a entendues parfois enfant, et qui se sont vraiment ancrées en nous comme des croyances sur soi-même. Et ça ne nous permet pas de nous en libérer, mais du coup, ça ne permet pas non plus d'accompagner l'enfant, en fait, son préjugé. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que souvent, moi, j'ai un énorme travail de déconstruction avec les parents que j'accompagne parce qu'ils ont peur, et ce sont des peurs légitimes. Qui ne voudrait pas le meilleur pour son enfant? Donc, forcément, si on a la sensation que son enfant est peut-être plus fragile et beaucoup plus vulnérable, mais pas dans le sens vulnérable courageux, parce que c'est aussi finalement ce que c'est la vulnérabilité, c'est montrer finalement qui on est, et c'est vraiment, je vous renvoie sur les données de Brené Brown à ce sujet, mais c'est vraiment se dire, il va se casser pour la moindre chose.
chose. Et je rappelle souvent que les arbres qui ont la capacité justement de se pencher au maximum, c'est ceux qui cassent le moins. Donc vraiment, il faut déconstruire ça, accepter finalement peut-être de repenser aussi sa propre histoire pour mieux accompagner votre enfant. Et oui, complètement. Et du coup, développer sa sensorialité, nous, pareil, en pratique de sophro, nos sens vraiment, ce sont les portes sur l'environnement. Ils font le lien entre le monde extérieur, le monde intérieur. Et quand on va les développer et en prendre conscience au mieux, enfin, prendre conscience au mieux leur mode de fonctionnement, ça va nous aider à moins les subir. Et particulièrement quand on est en situation d'hyperesthésie. Donc, en sophro, par exemple, on a des petites techniques, pareil, toujours assises, debout, comme vous le souhaitez, position de confort, pour venir explorer nos sens, un à un, donc les 5 sens. On peut donc, du coup, les yeux fermés, une fois qu'on a respiré, qu'on a trouvé un niveau de relaxation, tension détente ou respiration, comme vous le souhaitez. On peut venir explorer le sens gustatif en balayant avec notre langue l'ensemble de la bouche, en allant chercher les textures, les dents, etc. On peut venir explorer aussi le sens du toucher en se caressant la main. Et puis toujours pareil, avec un esprit curieux de la première fois, le regard neuf, là, vous voyez vraiment s'étonner. Oh, ok, là, il y a un bijou. Voilà. Le sens aussi de l'ouïe. Essayer d'ouvrir. On peut mettre ses mains en coquille comme ça sur les oreilles et puis venir déplacer les mains et puis essayer de voir à partir de quand on entend moins bien, qu'est-ce qu'on entend. On peut le faire pareil, les mains en coquille sur les yeux aussi. Quelque chose que, tu sais, les enfants, je trouve qu'ils font naturellement quand ils sont gênés. Et on peut leur proposer justement d'appréhender le bruit petit à petit. Tout à fait. Parce que naturellement, les enfants, ils savent le faire et je pense qu'on a perdu, nous, cet instinct. Ah, mais complètement. Et on en revient du coup à le faire avec des exercices. mais tu as totalement raison. Ils le font et c'est une manière aussi progressivement aussi d'appréhender, comme tu dis, le bruit et puis la lumière aussi. Parce que pour les hyperesthésies du coup visuelles, on est aussi là-dedans. Vraiment une manière d'appréhender ses sens différemment. Pour éviter de les subir par la suite, quoi. Très juste. Donc voilà. Et puis on a l'odorat également, le 5e sens, où pareil, on peut venir sentir ses mains, s'étonner, peut-être bouger le nez aussi, voir ce qu'on capte ou pas en odeur. Ne le faites pas sur les autres, par contre, ça ferait bizarre. Non, un petit peu trop gênant. Les enfants font ça, et tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que souvent, par exemple, pour les émotions, on en parlait tout à l'heure, puis on va terminer cette partie là-dessus, mais c'est vraiment de se dire, de relâcher la pression par le souffle. Les animaux et les enfants le font des fois très spontanément. Et souvent, d'ailleurs, on leur dit, mais dis donc, tu arrêtes de souffler, tu sais, quand ils sont agacés. Alors qu'en fait, au contraire, je trouve qu'on aurait vraiment à réapprendre à nos enfants de ce truc, en fait, il fait rien de mal que d'extérioriser le trop-plein. Et ma foi, c'est très bien, c'est très sain, tu vois. Exactement. Donc, c'est très, très bon. Exactement. Tout passe. Le processus c'est dingue, le processus de détente passe par vraiment l'expiration. Et on le retrouve aussi dans le bâillement. Je vous invite à bâiller. Nous, en sophro, on dit que le bâillement, c'est un signe de respect. Parce que c'est vrai, non mais vraiment, rien que le fait de bâiller va vraiment nous ancrer dans un processus de détente. Et pareil, avec expiration longue. Voilà. Merci. Avec plaisir. Et donc, la dernière partie, effectivement, de cette conférence qu'on vous propose aujourd'hui, on a essayé de faire court, mais ce n'est pas forcément évident parce que je pense qu'on avait beaucoup de choses à dire. C'est de prendre soin de vous, bien sûr. Je pense que n'importe quel parent en fait, d'enfants hautement sensibles se sent parfois très isolé et incompris, que ça soit par les autres personnes autour d'elles ou même parfois par le corps médical, malheureusement. Parce qu'avoir un enfant hautement sensible, il y a quand même une intensité à vivre au quotidien. Et cette intensité, elle n'est pas forcément facile. Déjà parce qu'elle peut être jugée par les personnes à l'extérieur, comme je vous disais. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être effectivement des fois le médecin, estimant qu'on ne met pas assez de limites à notre enfant, qu'il est trop capricieux, trop ceci, trop cela. Et donc, du coup, on se sent jugé en tant que parent. On peut même perdre confiance en soi en tant que parent et se dire qu'on n'arrive pas, on n'a pas les capacités finalement d'accompagner cet enfant qui semble trop tout
Et si aujourd'hui, ça nous tenait à cœur avec Laetitia de faire cette conférence, c'est aussi pour vous rassurer, pour vous dire déjà que c'est normal de s'interroger, c'est normal de se sentir perdu. Sachez que même les parents qui n'ont pas d'enfants hautement sensibles, parfois doutent d'eux, s'interrogent sur leur manière de faire. Je pense que c'est aussi ça la parentalité, admettre qu'en en fait, on grandit en même temps que nos enfants. Et même quand on a plusieurs enfants, bah, chaque enfant étant différent, qu'il soit hautement sensible ou non, ou s'il est, eh bien, chaque sensibilité est différente. Moi, c'est vrai que je vais avoir bientôt 4 enfants et je peux vous assurer que les 3 premiers n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Et il faut s'adapter. Et ce n'est pas forcément évident de s'adapter. Déjà parce que développer des capacités d'adaptation, c'est énergivore et qu'on n'a pas toujours cette énergie. Et puis parce que finalement, c'est quelque chose que moi, j'ai bien aimé lors de ma formation, notamment sur le burn-out parental. Il y a quelque chose qui était très juste, c'est de dire il n'y a que les parents investis dans leur parentalité qui se fatiguent dans leur parentalité. Et c'est très, très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous investissez pas dans votre parentalité, eh bien, vous ne connaîtrez jamais ces moments de doute, ces moments de frustration et ces moments, en fait, vraiment parfois douloureux. Par contre, il y a quand même une idée reçue assez forte et prégnante, encore une fois, que je voudrais déconstruire avec vous, c'est de croire que la haute sensibilité, donc l'hypersensibilité, générerait plus de burn-out parental ou de dépression. C'est totalement faux. Il faut vraiment rappeler que, notamment sur le burn-out, ce qui génère le burn-out, c'est un déséquilibre, en fait, on va dire, sur le temps, entre les ressources, enfin, entre les difficultés et les ressources qu'on a à notre possession pour y faire face. Si des difficultés, on en a tous et toutes, ça fait partie de la vie, voilà, c'est comme ça. Et encore plus, voilà, quand on est parent, on peut se sentir, comme je disais, totalement désarmé, ne pas savoir faire. Mais en général, on peut trouver des ressources, donc soit internes, soit externes, comme demander de l'aide, du soutien. Il ne faut vraiment pas hésiter. Ça ne fait pas de vous un mauvais parent, bien au contraire. Et donc, on peut rééquilibrer la balance. Puis parfois, voilà, cet équilibre, elle est plus ou moins précaire. Mais si effectivement les difficultés sont beaucoup plus importantes que les ressources et que ça dure dans le temps, c'est ce qui génère effectivement un épuisement, un burn-out ou une dépression dans d'autres situations. Et ça, c'est vraiment important de faire cette distinction-là. 3 petits points que je voudrais quand même voir avec vous et qui peuvent vous aider au quotidien si jamais vous essayez de rééquilibrer un petit peu cette balance-là. La première, effectivement, pour prendre soin de vous, c'est de mettre en place des moments de communication au sein de la famille pour parler des besoins et des émotions de tous les membres de la famille. Souvent, on va être beaucoup dans l'écoute de nos enfants et donc on va faire cet effet un peu éponge de prendre en fait et de s'oublier totalement. Je pense notamment plus aux femmes, bien qu'il y a aussi des pères bien sûr, hein, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes encore qui se surinvestissent dans la sphère familiale au détriment de la sphère professionnelle, à contrario des hommes. On est quand même dans un schéma comme ça dans nos sociétés et du coup, elles ont la sensation de trouver leur rôle de mère dans le sacrifice. Ce qui génère forcément à un moment donné ce déséquilibre et donc possiblement un burn-out et donc des difficultés qui vont engendrer ça. Alors des fois on dit il faut prendre soin de soi pour prendre soin des autres. C'est pas totalement faux, mais je crois que c'est important de rectifier une idée. Ce n'est pas parce qu'il faut, en fait, ne le faites pas pour prendre forcément soin des autres. Et ça, c'est vraiment dans l'intention de. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, les femmes, elles ont cette intention de dire bon, d'accord, je commence à prendre soin de moi, on est toujours dans cette intention de prendre soin des autres. Mais c'est pas ça de prendre soin de soi. Hein, c'est vraiment se légitimer soi. C'est se dire, mais en fait, en tant qu'être humain, si je prends soin de moi, ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Donc ça, c'est important. Donc, je vous disais de parler des besoins, des émotions aussi, mais il faut instaurer des rituels comme ça se fait beaucoup en famille. Alors, c'est plus facile quand les enfants sont plus grands, mais ce n'est pas incompatible avec des jeunes enfants, parce qu'on peut très bien s'asseoir à table ou après prendre un moment chaque semaine, tranquille, et expliquer la semaine qu'on a passée, les difficultés auxquelles on a fait face, mais aussi comment on a retrouvé parfois certaines ressources et mettre le doigt effectivement aussi sur le positif. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'on parle de temps de qualité et de temps de quantité. Et ça, on en parle beaucoup chez les enfants en disant que c'est plutôt la qualité que la quantité que les enfants recherchent, bien qu'un petit bémol là-dessus, parce que souvent, quand on a un enfant hautement sensible, on a la sensation que qu'importe le temps qu'on passe, ça ne suffit jamais pour remplir le réservoir affectif de nos enfants. Et c'est très juste. Et je pense qu'il ne faut pas culpabiliser de ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, vous avez vos limites. Et passer du temps finalement pour prendre soin de soi en tant que parent, il y a aussi en fait cette notion entre la quantité et la qualité.
Exactement. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Elodie, par rapport à la confiance. Je pense que vraiment, ce qui est important quand on est parent d'enfants hautement sensibles et même parent tout court, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment de travailler sur sa confiance en soi, de venir développer sa capacité de confiance. Vraiment, la confiance, c'est le Ouais. sentiment d'être précieux, d'être unique. C'est se dire que sans toi, le monde, il est plus le même, que tu es indispensable dans ta manière d'être, dans ta manière d'aimer. C'est vraiment ça, ce sentiment. Et dans notre société, la plupart du temps, on va corréler ce sentiment de confiance au faire et à l'avoir. J'ai un super job, j'ai un corps de rêve, voilà. Mais quand on perd ce super job et quand on perd ce corps de rêve, la confiance chute. Donc, c'est vraiment, moi, ce qui est important, selon moi, c'est de prendre conscience que c'est un sentiment qui s'ancre dans l'être, dans qui on est nous et qui passe justement par la dignité, l'unicité, le fait que, en fait, on est unique. On est unique. Ouais, ça renvoie un peu à l'effet Pygmalion et effet Golem de tout à l'heure. Rappelez-vous Ouais. que je vous en ai parlé pour vos enfants, mais ça marche aussi pour vous. C'est-à-dire cette croyance que vous avez pas sur vous-même, eh bien, ça peut être très, très positif ou au contraire, ça peut être Mm. délétère. Exactement. Et je vous invite à aller voir. Moi, j'ai beaucoup aimé ce TEDx. C'est un TEDx d'une psychologue sociale qui s'appelle Amy Cuddy. Je ne sais pas si vous... Comment Voilà. tu l'écris pour qu'ils puissent… Alors, c'est Amycudy, je crois. C'est une psychologue sociale. Le TEDx, je crois qu'il s'appelle Votre langage corporel forge qui vous êtes. Et c'est cette idée qu'en fait, notre posture va venir créer, va venir générer des sentiments à travers même du coup notre biologie. Donc, sécrétion vrai, d'hormones. j'avais vu tu sais, lever la victoire, c'est les bras en l'air comme ça, si tu es Oui, victorieux, ça va te donner beaucoup plus d'entrain pour quelque chose. exactement, exactement. C'est exactement ça. Et l'idée, En plus, ça c'est joue en sur les fait, hormones, c'est fou cette histoire, c'est vrai. mais oui, mais l'idée en plus, c'est de se dire qu'en fait, c'est assez facile, c'est accessible. Donc l'idée, en sophro, on a un petit exercice qui s'appelle le soufflet thoracique, toujours pareil, qui part de ce postulat que notre posture va induire des sentiments. Donc, on se place, prend une posture vraiment, le torse plutôt bombé, et puis on va venir mettre les poings comme ça devant le thorax. On va inspirer, écarter les poings, et expirer, ramener les poings. On peut le faire plusieurs fois de suite, en mouvement assez lent. Et voilà. Et juste, respiration combinée à la posture, ça fait du bien. Et Voilà. donc, on a un parent plus confiant pour accompagner nos enfants hypersensibles. En tout cas, un parent qui y contribue, oui. En tout cas, si jamais vous avez envie de creuser le sujet, parce que là, ça a été frustrant pour nous, parce qu'on devait vraiment faire ça Oui. assez rapidement dans un temps, mais on a créé tout un atelier avec Laetitia qui est entièrement en ligne, et si jamais ça vous intéresse, il est accessible sur mon site. C'est un atelier donc complet pour accompagner vos enfants atypiques, notamment avec, parce que je rappelle que la haute sensibilité fait partie des neuroatypies. Hein, encore une fois, c'est un fonctionnement cérébral différent, comme la douance, comme le TDAH, comme les DIS, comme le spectre de l'autisme, même si tous fonctionnent différemment, bien sûr. Et du coup, avec plein d'exercices combinés, voilà, si vous allez sur mon site, vous pouvez y accéder. Et je rajoute juste exercice pour enfants, mais également pour parents. Ouais. Voilà. Et puis, c'est au niveau de tous les âges, de tout petit jusqu'à l'adolescence, on a vraiment prévu. Oui. Donc, vous pouvez télécharger tout ça sur votre ordinateur, vous le faites à votre rythme, vous le faites autant de fois que vous voulez. Bref, ça vous accompagne dans votre vie de parent. On a eu beaucoup de très jolis retours. Et du coup, pour cette semaine de la sensibilité, on a souhaité, si vous mettez un petit code promo, c'est semaine sensible tout attaché, vous aurez moins 20% sur cet atelier en ligne. Donc, n'hésitez pas, c'est valable jusqu'au 16, aujourd'hui jusqu'au 16, exceptionnellement 16 janvier 2022. Et, et je vous fais aussi profiter pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai écrit un petit livre aux éditions Solar, donc c'est Mon petit cahier, mon enfant hypersensible. Il coûte 7,90 €. Il est ludique, accessible, et ça reprend un petit peu voilà, tout ce qui est, qu'est-ce que c'est la haute sensibilité, quelques clés effectivement pour comprendre ça,
quelques Mmh. outils également. Donc là, on est moins sur du pratique comme vous offre Laetitia aujourd'hui dans cette conférence ou au sein de l'atelier. Mais voilà, il y a quelques outils. Je pense que c'est un bon b.a.-ba en fait aussi pour faire comprendre ce que c'est l'hypersensibilité aux personnes autour de nous, pour Mmh casser mh. encore une fois les préjugés et puis pour vous aider à communiquer sur ce sujet auprès des personnes qui entourent votre enfant et qui auraient besoin peut-être de mieux comprendre la thématique. Voilà. Mmh. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous mettez ça en Oui. commentaire et on prendra le temps avec Laetitia au maximum, et en tout cas moi, tant que je suis disponible pour y Oui. répondre. Euh, et puis voilà, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si elle vous a plu, si Mmh. ça a pu vous apporter des billes. Et puis vous avez les autres conférences qui arriveront effectivement, eh bien, Mmh. 2 par jour jusqu'au 16 Mmh. ou 17, je ne sais même plus. Je suis Sur perdue. sur plein d'autres thématiques, Vraiment. super intéressantes. Vraiment, Mmh. vraiment, on vous invite, à aller les voir, et pareil à les Mmh. partager, à regarder, sinon les replays si vous n'êtes pas disponible, à l'heure Mmh. H et au jour J. Voilà, Mmh. merci beaucoup d'avoir regardé, eh bien cette Ouais. vidéo. On vous embrasse très fort et puis, bonne année, c'est toujours l'occasion de le dire Et oui, merci à toutes, merci à tous pour votre écoute et votre présence et n'oubliez pas de prendre soin de vous. et de votre belle, belle sensibilité. Exactement, qui est unique. Au revoir, bye Laetitia. Bye.